Les habits neufs du crédit, le système actuel d'encadrement sera levé le 1er janvier prochain. Il devrait être remplacé par des mesures plus libérales. Helmut Kohl contre-attaque pour répondre aux accusations portées contre lui et son gouvernement. C'est l'un de ses fidèles qui vient d'être élu au Bundestag. La cour d'assises pour Sergueï Antonov, accusé de complicité dans la tentative d'assassinat du pape en mai 1981. Et puis la mort de Pascal Augier, elle avait 24 ans et venait de recevoir le prix d'interprétation féminine au Festival de Venise. Elle est morte pendant son sommeil. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une actualité très chargée ce soir encore, comme le prouve ce sommaire. Et pourtant, c'est par un chiffre et par une image que nous allons commencer ce journal. Un chiffre et une image qui illustrent l'un des problèmes majeurs et les plus révoltants de notre siècle d'abondance, celui de la faim dans le monde. Cela au moment où les pays du Fonds international du développement agricole, le FIDA, viennent de prouver leur incapacité à se mettre d'accord sur un plan d'aide aux pays les plus pauvres. Le chiffre, c'est 500 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont aujourd'hui menacés de famine. Et les images, ce sont celles-ci qui nous viennent d'Éthiopie. Au nord-est de l'Afrique, à quelques 6000 km de la France, à l'échelle de la planète, c'est la porte à côté, l'Éthiopie. L'Éthiopie où sévit actuellement la sécheresse, donc la famine, la pire de ces 20 dernières années. « 6 à 7 millions de personnes sont affectées. On compte déjà plusieurs dizaines de milliers de morts, bientôt 300 000 à 600 000 selon les Nations Unies, si ce pays ne reçoit pas rapidement des secours alimentaires massifs. L'Éthiopie vient d'enregistrer les plus faibles précipitations depuis 20 ans. Et c'était pourtant la saison dite des pluies. Une saison qui se termine fin novembre. Après, la sécheresse sera encore pire. Et c'est à cette date que l'aide alimentaire prévue jusqu'ici doit pratiquement prendre fin. L'Éthiopie a besoin d'urgence d'au moins 500 000 tonnes de secours alimentaires. Oui, des images terribles, éprouvantes, qui risquent pourtant de devenir le symbole d'une réalité durable en raison de la paralysie des organismes internationaux dont le rôle est de venir en aide précisément aux pays les plus pauvres et notamment à l'Afrique. C'est le cas, je vous le disais, du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques jours, François Mitterrand et le président argentin Alfonsine avaient fait des propositions pour renouveler les fonds de l'organisation et contribuer ainsi à relancer l'agriculture dans les pays africains. Apparemment, ce fut un coup d'épée dans l'eau, puisque les pays industrialisés les plus riches et les États pétroliers ne sont pas parvenus à se mettre d'accord aujourd'hui. Geneviève Moll. 5 jours de discussions acharnées n'ont pas permis aux pays membres du Fonds international de développement agricole, le FIDA, de réunir $1 milliard pour le tiers-monde. Est-ce qu'on peut concevoir aussi, à un moment où 500 millions d'hommes et de femmes sont menacés dans leur survie par la faim et la misère, que l'on ne puisse pas, pour des raisons de caractère de principe ou des raisons juridiques ou pour quelques dizaines de millions de dollars, qu'on ne puisse pas trouver une solution à ce problème de reconstitution des ressources du FIDA? Moi, je réponds non. Pourtant, dans les couloirs de l'UNESCO, les délégués de toutes les nations commentent l'échec. Le FIDA, créé en 1977, c'est l'ONU, plus de 150 pays. 2 catégories, 1 les pays riches, 2 les pays de l'OPEP, cotisent pour aider la catégorie 3, le tiers-monde. Les pays de l'OPEP, vendant moins de pétrole, veulent donner moins. Réaction des pays riches, dans ces conditions, nous donnerons moins aussi. François Mitterrand est venu dire ici même que le procédé était inadmissible. Il a maintenu la contribution de la France et stigmatisé les pays riches, en vain. Nous sommes prêts à accepter une participation de l'OPEP sur un chiffre de 295 millions de dollars et nous-mêmes nous sommes prêts de mettre dans FIDA un chiffre d'à peu près 415 millions de dollars. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu terrible aujourd'hui où il y a 500 millions d'hommes sur la planète qui sont en train de mourir de faim, que les pays riches discutent leur participation au FIDA? Pas vraiment, parce que nous avons toujours des moyens de livrer notre aide
budget d'aide, excusez-moi. Et c'est le vrai problème qui est politique. Les Américains et leurs alliés ne veulent plus passer par les organisations internationales pour donner leur aide. Ils estiment qu'elles sont pro-soviétiques et ils préfèrent l'aide bilatérale. Mais en attendant, si l'aide ne leur parvient pas d'une manière ou d'une autre, les Éthiopiens continueront de mourir de faim. Jacques Abouchar a quitté sa prison après que le président afghan Babrak Karmal l'eut gracié hier soir. Il se trouve toujours à Kaboul et devrait nous rejoindre, si tout va bien, demain soir ou dans la nuit de demain. Je dis si tout va bien car l'appareil du GLAM qui avait décollé hier soir pour aller le chercher, cet appareil qui transportait le député Yves Tavernier, l'envoyé de Louis Mermaz, cet avion a dû faire demi-tour pour des raisons techniques encore mal expliquées ce soir, mais qui relèvent sans doute du plan de vol choisi par le pilote. Il nous reste donc à attendre pour revoir notre camarade. Mais déjà l'annonce de sa libération et de son prochain retour a détendu l'atmosphère entre responsables français et soviétiques. Une détente particulièrement évidente tout à l'heure lorsque les principaux responsables du gouvernement et du Parlement français se sont rendus à l'ambassade d'Union soviétique pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre Moscou et Paris. Une décision prise hier soir après l'annonce de la libération de Jacques Abouchar, puisqu'aussi bien M. Fabius que Mermaz avaient annoncé auparavant qu'ils boycotteraient cette réception en l'absence d'une décision prise sur le sort de notre confrère. Dominique Lory et Maurice Werther. En fin de compte, la réception qu'offre l'ambassadeur du RSS à Paris en sa résidence de la rue de Grenelle en l'honneur du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'URSS et la France. Cette réception aura été honorée de la plupart des hommes politiques français. Nous avons vu passer très rapidement le Premier ministre, M. Fabius, le ministre des Relations extérieures, M. Chesson, et un certain nombre de personnalités politiques qui sont venues, puisque maintenant on peut considérer qu'une difficulté qui se posait entre la France et l'URSS, l'affaire Abouchar, est résolue. Nous avons recueilli quelques brefs témoignages. Votre réaction ce soir devant le dénouement de l'affaire Abouchar? Je crois que c'est la joie, quoi. Ça doit être la joie dans le milieu des journalistes, mais je pense que c'est la joie pour tout le monde en France. L'affaire Abouchar ne vous a-t-elle pas... Je ne vais pas parler de ça ici. C'est fini, c'est bien, tant mieux. Oui, le chargé d'affaires afghan à Paris a regretté de son côté que l'annonce de la libération de Jacques Abouchar ait été faite à Moscou et non à Paris. Le crédit peut être plus abondant à partir du début 85. En tout cas, une chose est sûre ce soir, le système actuel d'encadrement sera supprimé le 1er janvier prochain. Il était en vigueur depuis 1972 et devrait donc céder la place à d'autres mesures, des mesures sans doute plus libérales, mais qui ne vont pas sans poser un certain nombre de problèmes, puisque le crédit encadré, c'était l'un des moyens choisis pour maîtriser l'inflation en France. Christian-Marie Mouneau. En décidant la suppression d'encadrement du crédit, l'État met les banques devant leurs propres responsabilités. C'est à elles d'accorder ou de refuser les crédits à leurs clients. L'État désormais n'intervient plus. Les banques font remarquer que depuis quelques mois, cet encadrement n'existe plus car la clientèle se fait plus rare. Cependant, elles sont ravies de cette décision, c'est la suppression de la paperasserie et le rétablissement de la concurrence. Mais surtout, cela responsabilise les banques qui ne pourront plus se cacher derrière l'argument souvent entendu « pas de crédit car l'État limite nos possibilités ». Pour les entreprises, celles qui ont encore de la trésorerie, cela leur permettra de choisir le banquier audacieux qui acceptera ainsi de prendre plus facilement quelques risques financiers. Pour le particulier, enfin, il pourra, si une banque lui refuse un crédit, en choisir une autre, s'il veut par exemple s'offrir des vacances de rêve. Mais le rêve s'arrêtera là, car la banque demandera toujours les mêmes garanties avant de prêter de l'argent et le crédit reste toujours aussi cher. M. Bérégovoy, ministre des Finances, a pris cette décision en raison de l'amélioration de la balance des paiements. Mais il prend cependant un risque. En favorisant le crédit, il relance la consommation et peut-être l'inflation. Enfin, on ne pourra pas s'empêcher de noter que c'est la deuxième mesure d'assouplissement prise par le ministre de l'Économie après celle permettant l'utilisation de la carte de crédit à l'étranger. M. Bérégovoy veut-il se faire passer pour plus libéral que son prédécesseur, M. Jacques Delors? C'est la question que l'on peut se poser ce soir. Le nouveau PDG de la compagnie pétrolière Total s'appelle François-Xavier Ortoli. Il a été élu aujourd'hui à ce poste par le conseil d'administration de la compagnie française des pétroles. C'est l'autre nom de la CFP, l'autre nom de Total, pardon. M. Ortoli était jusque-là vice-président de la Commission européenne. Et puis, déclaration d'accord entre la France et le Luxembourg sur l'usage du satellite TDF1. Si cet accord est ratifié, il permettra à la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion d'utiliser 2 des 4 canaux de ce satellite.
Le chancelier Kohl choisit de se défendre en attaquant dans l'affaire des pots de vin qui ont entraîné la démission du président du Parlement allemand et qui éclaboussent l'ensemble de la coalition gouvernementale et le chancelier lui-même. M. Kohl a dénoncé la campagne menée contre lui et ses amis alors que les députés allemands nommaient un nouveau président proche justement de M. Kohl. Michel Meyer. Cette campagne a pour but de diffamer la coalition chrétienne-libérale au pouvoir. Bien sûr, le chancelier est également visé. Je suis donc, en quelque sorte, le butoir, la cible de toute l'opération. Pas de doute, Helmut Kohl se sent bien dans le collimateur de la presse et de ses adversaires politiques. Et il prépare déjà sa contre-offensive avant son audition le 7 novembre prochain devant la commission d'enquête du Bundestag. Il sait qu'on l'accuse déjà d'avoir touché 1 demi-million de Deutschmark pour son parti et des caisses du holding Flick. Ces fonds auraient été versés sur instruction de Eberhard von Brauchnitz, le fondé de pouvoir du groupe Flick. Soyons clairs, au titre de chef de la chrétienne-démocratie, je n'ai aucune raison d'avoir mauvaise conscience dans cette affaire contre Helmut Kohl. Si tout le monde doit avoir mauvaise conscience, c'est parce que les partis n'ont pas eu plutôt la force et le courage de redéfinir une règle de financement des partis. Moi, j'essaie d'obtenir cette règle depuis 1975. En ce moment, on parle des dons de l'industrie, mais dans les prochaines semaines, on devra aussi parler de ceux des syndicats et d'autres groupements. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le jeu actuel, conclut le chancelier. En clair, Helmut Kohl veut tout mettre sur le tapis, acculer en quelque sorte les sociodémocrates à une sorte de front commun. Il y a effectivement de quoi, car tous les partis sont concernés. Willy Brandt était donc ce matin devant la commission d'enquête. Sa déposition, rien à voir dans ces affaires, je n'ai jamais touché de dons et je ne comprends pas que mon nom figure sur les dossiers de Flick. Il apparaît pourtant que les sociodémocrates auraient reçu 4,5 millions de Deutschmark sur les 26 distribués par Flick. Mais qui le prouvera? Le parti de Willy Brandt a la chance paradoxale de déplorer le décès de son vieux trésorier Albert Nau, qui a ainsi emmené ses secrets financiers dans la tombe. Oui, dans cette affaire, ce sont les Verts, c'est-à-dire les partis écologistes allemands, qui tirent les marrons du feu avec un sens de l'humour incontestable, puisqu'ils veulent donner le nom de Friedrich Flick à l'une des rues de la capitale allemande, Bonn, cela en remerciement des services rendus à la politique allemande. On estime, il est vrai, que le groupe Flick aurait offert plus d'1 million de marks aux partis politiques de ce pays. Ce sont 2 hommes qui auraient tiré sur le pape le 13 mai 81, place Saint-Pierre à Rome. Jean-Paul II avait alors été très grièvement blessé, vous vous en souvenez. Aujourd'hui, les magistrats italiens sont persuadés qu'un 2e tueur a touché le pape à la main. D'ailleurs, les rebondissements n'en finissent pas dans cette enquête, puisque dans le même temps, le Bulgare Sergueï Antonov va être déféré devant la cour d'assises, toujours pour complicité dans l'attentat commis contre le pape. Le juge d'instruction italien a pris sa décision après avoir étudié le dossier pendant près de 2 ans. Martine Laroche-Joubert. Un second tueur pour la tentative d'assassinat du pape. Est-ce le secret confié l'année dernière à Jean-Paul II par Ali Akka, l'unique coupable connu jusqu'à ces derniers jours? C'est en tout cas la surprenante révélation du juge d'instruction. Place Saint-Pierre le 13 mai 1981. Un 2e homme armé d'un revolver se cacherait dans la foule. Il est turc lui aussi et se nommerait Oral Selik. Les experts de la police auraient prouvé qu'il a tiré un coup de feu sur Jean-Paul II. La balle a blessé le pape à l'index de la main gauche, puis effleuré son avant-bras. C'est un touriste américain qui a photographié Oral Selik au moment où il quittait la place Saint-Pierre. Il a remarqué son revolver. Cette photo, la police l'avait montrée sans succès à Akka. Récemment, il dénonce son complice. Les 2 hommes sont d'anciens terroristes de l'organisation turque d'extrême droite, les Loups Gris. Aujourd'hui, Selik a disparu, mais une autre révélation du juge fait sensation. Antonov, le Bulgare, accusé par Akka d'avoir organisé l'attentat, vient d'être déféré pour complicité devant la cour d'assises. La piste bulgare repart. En Turquie, 24 heures après l'exécution du jeune militant d'extrême gauche Idir Aslan, un autre tribunal militaire a requis la peine de mort contre 12 militants séparatistes du Parti socialiste kurde. 300 d'entre eux passent actuellement en jugement dans le sud du pays. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient dans la mafia sicilienne, puisqu'aujourd'hui, les parrains de l'organisation semblent pris d'un subit appétit et se mettent à table les uns après les autres. Après Thomas Buscetta, c'est un nouveau responsable de l'organisation qui a renseigné la police, entraînant l'arrestation de 54 personnes soupçonnées d'appartenir à la Cosa Nostra. Hervé Brosini. Dans cette prison,
Totuccio Contorno n'en pouvait plus de rester muet. 30 personnes exécutées dans sa famille, c'était trop. Alors, il a parlé. Résultat, 54 arrestations pour 127 mandats d'arrêt. Beaucoup de beau monde parmi ces gens. Des avocats, des médecins, en particulier Francesco Greco, le propre frère de Michele, le pape du clan Greco, le plus puissant de Palerme, celui qui a décidé il y a 3 ans d'éliminer toute concurrence venant des autres familles de la mafia, celles qu'on appelle là-bas les perdantes. Totuccio lui-même avait failli être tué par des rafales de Kalachnikov. C'était ici même, près de Palerme, en juin 81. Avec son arme, Totuccio avait riposté et Pino Greco, l'un des agresseurs, était tombé. Mais son gilet pare-balles l'avait sauvé. Et depuis, entre les Greco et les Contorno, c'était la guerre. Cette guerre, les Siciliens en ont assez d'en être les témoins. Ce matin, derrière une pieuvre noire, dérisoire symbole de la mafia, ils étaient 3000 à crier qu'ils n'ont plus peur. Les femmes aussi avaient décidé d'être là. Outre les révélations des mafiosi repentis, c'est peut-être bien cette image qui marque aujourd'hui le grand changement de la Sicile face à la mafia. Encore un attentat contre un diplomate arabe en Italie. Le consul adjoint des Émirats arabes réunis a été grièvement blessé à Rome alors qu'il circulait en voiture. C'est apparemment un Jordanien qui a tiré sur lui. Une étudiante iranienne qui se trouvait avec le diplomate a été tuée, tandis que le consul était transporté dans le coma vers un hôpital de la ville. On avait vu des dissidents faire la grève de la faim. C'est le cas notamment d'Andreï Sakharov. On avait vu des condamnés recourir à ce moyen pour obtenir la révision de leur procès. On avait vu des pères de famille faire de même pour obtenir la garde de leur enfant. Mais on n'avait jamais vu un président de la République faire la grève de la faim pour protester contre une décision prise à son encontre par l'opposition majoritaire au Parlement. C'est pourtant très précisément ce qui se produit aujourd'hui en Bolivie. Gérard Rinet. Gérard Rinet après un petit décompte, voilà, tout de suite. En octobre 82, la foule se pressait sur l'aéroport de La Paz pour accueillir Siles Suazo, de retour en Bolivie. Il mettait fin ainsi à 18 ans de dictature. Aujourd'hui, 2 ans après, le président bolivien commence une grève de la faim pour défendre son honneur. La droite parlementaire l'accuse d'avoir organisé, en juin 83, une rencontre secrète entre le chef de la lutte antidrogue et le roi de la cocaïne, Roberto Suárez. Ce même Roberto Suárez avait fait savoir qu'il était prêt à racheter toute la dette extérieure de la Bolivie à condition que le gouvernement ferme les yeux sur le trafic de drogue. La Bolivie est en effet le premier producteur de cocaïne. Le président Siles Suazo nie bien sûr ces accusations et n'y voit qu'une contre-attaque des milieux de droite infiltrés par les trafiquants de drogue. 2 fois déjà, cet homme de 72 ans a utilisé la grève de la faim pour lutter contre son opposition. Por la memoria de los mártires de la revolución. La police japonaise est à la recherche d'un gang qui s'intitule lui-même l'homme aux 21 visages. Elle doit faire très vite car ce gang a mis au point un nouveau type de raquette. Il empoisonne des boîtes de confiserie pour obtenir une rançon de la société qui les fabrique. Claude Crespo. Filmé par une caméra de surveillance dans ce supermarché d'Osaka, cet homme, casquette de baseball sur la tête, jeune encore entre 20 et 30 ans, 1m70, cet homme appartiendrait au gang L'homme aux 21 visages. Ce nom est emprunté à un roman classique d'aventure. Il a été repéré il y a quelques jours alors qu'il manipulait des confiseries dans ce rayon. La police a aussitôt diffusé cet enregistrement sur toutes les chaînes de télévision. Dès lors, plus d'1 millier de Japonais ont téléphoné pour donner des informations sur ce suspect. À cela, il faut ajouter les multiples perquisitions effectuées dans tout l'ouest du Japon, et ce depuis le début de l'affaire. Tous ces renseignements regroupés ont permis de dresser une liste de 200 hommes qui ressembleraient à l'individu de la cassette vidéo. Depuis le début d'octobre, la police nippone n'a pas hésité à mobiliser plus de 40 000 agents dans cette chasse à l'empoisonneur. C'est ce que nous explique le numéro 1 de la police japonaise, M. Ikushiga. À cette date, avaient été découvertes dans plusieurs magasins d'Osaka et de Kyoto des confiseries empoisonnées au cyanure. Toujours la même marque, Morinaga. L'opération chantage commence. L'homme aux 21 visages réclame une rançon de 400 000 $ au fabricant.
Jusqu'à présent, malgré une formidable mobilisation tant des pouvoirs publics que de la population, les recherches n'ont rien donné. La police a seulement laissé entendre qu'il y aurait au moins 2 femmes dans ce gang. Avec les photos du suspect, ce sont les seuls indices dont elle dispose. L'industriel Morinaga, lui, a retiré de ses rayons les confiseries empoisonnées. Conséquence, ses ventes ont accusé depuis une chute de 6 millions de dollars. Oui, fort heureusement, il n'y a pas eu de victime jusqu'à ce jour. La tension sociale demeure vive dans les prisons françaises. Aujourd'hui, les gendarmes ont dû dégager l'accès de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il n'y a pas eu de heurts avec les gardiens. Et puis un autre face-à-face entre les gardiens et les policiers. Cela se passait ce matin à la prison des Baumettes, dont le personnel est en grève depuis lundi. Françoise Champet. Face à face ce matin, les CRS et les surveillants de la prison des Baumettes. Une dispersion mouvementée, mais pas d'incident grave. Les gardiens tentaient d'empêcher toute entrée et toute sortie de détenus. Entamé lundi à l'appel des syndicats CGT, CFTC, CFDT et Autonomes, le mouvement a été rejoint hier par FO, qui à lui seul représente 55% des gardiens de prison. Un mouvement pour, je cite, jeter un cri d'alarme à propos de la dégradation de la situation dans les maisons d'arrêt. Les revendications, une amélioration des conditions de travail, l'augmentation des effectifs et des salaires. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont aussi intervenues aux maisons d'arrêt de Fleury-Mérogis, de Strasbourg et de Loos. Pour l'instant, aucune négociation n'est prévue avec les pouvoirs publics, malgré les demandes répétées de tous les syndicats. Peut-être une nouvelle piste dans l'enquête sur le meurtre du petit Grégory. Les gendarmes de Bruyères recherchent un inconnu qui aurait été aperçu par un hôtelier le jour du crime, tout près de l'endroit où l'enfant a été découvert noyé, pieds et poings liés. Sur place, Isabelle Bechler. Nouvelle piste pour les gendarmes depuis qu'ils ont déterminé avec une quasi-certitude que le corps de la petite victime a été jeté à la Vologne en plein village de Dossel. Nouvelle piste donc et nouveau portrait robot pour trouver la trace d'un homme inconnu au village et dont le comportement a paru suspect dès la veille du crime et également le jour où l'on a retrouvé le cadavre ligoté de l'enfant dans la rivière. Cette personne-là a été vue, d'une part, à l'éponge, le 15 octobre, c'est-à-dire la veille de l'enlèvement, à plusieurs heures différentes, dans l'éponge, à plusieurs endroits aussi différents. Elle était vue aussi le jour de l'enlèvement, le 16, encore à l'éponge. Et c'est cette même personne qui a été vue à Dossel, à l'hôtel de la Poste. Un homme athlétique, bien, vert bordeaux, chemise, un blouson bleu, un jean en velours, je pense. Particulièrement des favoris qui viennent sur les pommettes. 17h, on conduit un homme à la gendarmerie pour une confrontation. Il a des moustaches mais le front dégarni. 18h30, Michel Cornigui sera formel. Deux individus qui n'ont rien à voir physiquement. Hein. Mais ils avaient moustaches, favoris, tout ça? Non, pas, il y en a un qui n'a pas de favorite. On attend donc de nouveaux témoignages sur le portrait robot. La mort d'une jeune comédienne, Pascal Augier, a été retrouvée morte ce matin. Elle avait 24 ans et avait obtenu il y a quelques jours le prix d'interprétation féminine au Festival de Venise pour le film d'Éric Rohmer, Les Nuits de la pleine lune. Pascal Augier était la fille de Bulle Augier. Il semble qu'elle soit morte d'une crise cardiaque. France Roche. En cette semaine, elle aura passé du triomphe à la mort. Le 8 septembre, Pascal recevait le prix d'interprétation à Venise. Le 26 octobre, elle fermait ses yeux étranges où les prunelles semblaient nager dans du lait. Elle aurait pu devenir star peut-être, elle avait choisi d'être d'abord une actrice. Sa mère Bulle lui avait enseigné la rigueur des choix, le mépris des succès faciles et aussi une certaine idée d'être femme. Bulle et ma grand-mère Augier sont des femmes complètement jeunes, pleines de fantaisie, m'ont donné aussi une idée de la femme qui était très importante pour moi, c'est-à-dire une femme amusante, libre, une femme d'action, une femme alanguie, une femme souple, une femme gaie, une femme qui essaye toujours d'être gentille. C'est fini maintenant. Aiguë, pointue, énigmatique, elle avait joué en peu d'années des rôles très divers. Damoiselle médiévale dans Perceval, motarde karatéka dans Le Pont du Nord, jeune fille moderne dans Les Nuits de la pleine lune, demi-folle mystique dans Ave Maria, sortie la veille de sa mort. Jeannette, ma petite blondinette, elle n'avait pas encore un an qu'elle disait papa, maman. Oui, Pascal Augier qui est donc morte la nuit dernière.
Bientôt, une nouvelle émission sur Antenne 2. Vous pourrez la voir le dimanche à 20h35 à partir du 9 décembre. Son titre, Le Grand Raid. Son thème, un pari pour 10 jeunes de 18 à 25 ans. Ils vont relier l'Afrique du Sud à la Terre de Feu tout en faisant des reportages sur les pays traversés. Pascal Guémier vous présente les candidats de cette émission. 40 000 km en 30 semaines, l'aventure avec un grand A comme Antenne 2, qui s'est associé à 4 autres télévisions francophones pour le Grand Raid. 5 équipages qui iront du Cap, en Afrique du Sud, jusqu'à la Terre de Feu, en passant par la Chine. Chaque semaine, 5 reportages sur les pays traversés, réalisés par les concurrents. Vous serez des dizaines de millions à pouvoir les juger, mais c'est un jury de 10 personnes qui établira le classement. Au bout des 8 mois, l'équipe gagnante recevra 80 000 francs. Parmi les 10 concurrents, un équipage féminin bien décidé à se battre. Au départ, on sait à quoi on s'attend, hein. On part pour ça, et on est prêt à tout pour Puis c'est pas les kilomètres en fait qui nous impressionnent. C'est en fait qu'on ni l'une ni l'autre on a voyagé dans ce genre de pays. On craint davantage les maladies et tous les problèmes qu'on peut rencontrer et tout ce qui peut nous arriver, et donc ne pas arriver au bout nous-mêmes, et aussi d'être dernière au classement et de se retrouver éjecté par ce fait quoi. Mais là on a confiance, on va vous étonner. Sur place, Didier Régnier pour encadrer les 10 concurrents. À Paris, Noël Mamère pour présenter les reportages et présider le jury. Alors rendez-vous sur Antenne 2 le dimanche 9 décembre à 20h35. Et bonne chance à tous les équipages. Il est noir, il est aveugle, il joue merveilleusement du piano et chante tout aussi superbement. On l'appelle tout simplement le génie. Ray Charles sera à Paris le 29 et 30 octobre prochain. Il a déjà commencé sa tournée en province et France Roche l'a rencontré à cette occasion. Jacques Brel chante à travers toutes les voix, celle de Johnny Hallyday au Zénith et au Palais des Congrès, celle de Ray Charles, dit The Genius, le génie, ne me quitte pas. I'll sail on your touch. I'll talk to your eyes. I love so much. I like good music. J'aime la bonne musique, vous savez, d'où qu'elle vienne. Si une chanson est bonne et que je peux la chanter, je l'aime. Ray a une autre chanson française. Vous reconnaissez la Mama? I have a wish that must come true. The last thing you can do for your mama. Je cherche l'émotion dans les chansons, peu importe que ce soit française, italienne ou allemande. Quand j'écoute un chanteur qui ne chante pas en anglais, je ne comprends pas les paroles. Alors je cherche les sentiments qui sont dans la chanson. Ce qui est important, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens, quelle que soit la nationalité de l'auteur. Chanson d'ici, transformée en soul music, en traversant l'âme du Sud, l'âme de Ray, qui en plus de 30 ans de mode musical est resté toujours fidèle au jazz et au blues. They say the time, they say the time. You gave me a broken heart, oh Lord. But time sits still since we've been apart. I remember, baby, I remember when you say to me, you say, hit the road, Jack, and don't come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, you said, don't come back no more. You told me that, you hit the road, Jack, and don't come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Il y a un tiercé demain à Auteuil. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Vous ne les verrez pas sur votre écran car nous avons un petit problème technique en régie. Je vous les communique quand même. Il y a 13 partants. Prenez un crayon. Le 9, le 2, le 6, le 3, le 4, le 5, le 7 et le 8. Je répète, 9, 2, 6, 3, 4, 5, 7 et 8.
La météo maintenant avec Brigitte Simonetta. Oui, nous poussons un soupir de soulagement. Ouf, la voici enfin venue, cette amélioration tant attendue. Nous la devons bien sûr à l'anticyclone qui est en train de gonfler sur l'Atlantique, mais 2 points noirs persistent et je vous propose de le regarder sur la photo satellite, de les regarder. Une dépression qui viendra se placer sur la Méditerranée et la Corse et un ciel de traîne très chargé qui descendra sur les côtes de la Manche. Et nous allons retrouver tous ces éléments sur la carte de demain. Après dissipation des brouillards matinaux, sur l'ensemble du pays, de très belles éclaircies se développeront. Du beau temps avec le Mistral sur la Méditerranée, mais toujours des orages sur la Corse et toujours de nombreux nuages sur les côtes de la Manche et la Bretagne qui pourront donner quelques pluies. Cela dit, le baromètre est en hausse et dans l'ensemble c'est du beau temps, mais frais. Les températures, elles, sont en baisse assez sensible, de 10 à 14 degrés sur la moitié nord et de 11 à 20 degrés seulement sur la moitié sud, maximum sur la Corse. Demain, samedi 27 octobre, le soleil se lèvera à 7h29, se couchera à 17h38. Ce sera la Sainte-Emeline ou Emeline, vous le prononcez comme vous voulez. C'est Jacques Segui qui vous présentera le dernier journal vers 22h50. Demain, ce sera Daniel Bilalian qui présentera le journal de la mi-journée à 12h45. Et je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie.